Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission The Non-Profit World. Je vous rappelle que cette émission a pour objectif de vous informer sur le travail des organisations non gouvernementales qui œuvrent en Haïti. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la Profamil. Évidemment, nous sommes avec le directeur exécutif. Il s'agit du docteur Gianni Carlo de Castro. Nous disons bonsoir au docteur et bienvenue à l'émission. Merci Stéphanie, bonsoir et je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette édition. Voilà, alors nous savons que la Profamil est une institution, c'est l'une des plus anciennes institutions non gouvernementales en Haïti. Nous savons qu'il y a plusieurs services dans la Profamil. Alors docteur, vous allez nous parler un peu des différents services de l'institution et puis depuis la naissance jusqu'à nos jours, est-ce qu'il y a eu une augmentation de ces services ou bien vous avez démarré avec ces services? Comment est-ce que ça fonctionne pour le moment? Bienvenue à la Profamil. L'Association pour la promotion de la famille haïtienne fut créée en 1984 dans l'optique de répondre à des défis majeurs que traversait la société, en témoignent les indicateurs de santé. En effet, 6% de la population active en couple utilisait une méthode de planification familiale. 75% des femmes ne voulaient plus avoir d'enfants, tandis que 50% avaient accès aux méthodes de planning. Il faut le dire qu'à cette époque également, il y avait le début de la pandémie du VIH-Sida. Tout au long de son parcours, la Profamil a su identifier et adopter des stratégies capables d'adresser les problèmes suscités. Aujourd'hui encore, après 36 ans, l'association continue à accompagner la famille haïtienne dans ses besoins en santé sexuelle et reproductive. Au niveau du programme Jeunes, nous nous focalisons sur l'éducation sexuelle intégrée des jeunes des deux sexes âgés de 10 à 24 ans. Nous pensons qu'un jeune bien informé est plus apte à atteindre son plein potentiel dans la vie. Nous offrons des séances de formation sur plusieurs sujets, comme par exemple la puberté, l'estime de soi, la gestion des pulsions sexuelles, le comportement sexuel responsable et surtout la planification de vie. La Profamil, via son volet USC, travaille à étendre et à renforcer la capacité de tous ceux qui le désirent en santé sexuelle et reproductive. Nous sommes ouverts à la formation des cadres et des employés, des organisations partenaires ou non, de tous secteurs confondus. Il est à signaler que la Profamil est une référence pour les facultés en sciences de la santé, laquelle elle réfère ses étudiants afin de compléter leur formation théorique et pratique en santé sexuelle et reproductive. L'offre de services de la Profamil répond en majeure partie aux besoins de santé de la femme haïtienne. Nous disposons de plusieurs services, dont les consultations gynécologiques, les services de sonographie, tests de dépistage pour les cas de cancer du col de l'utérus et du sein, les examens paracliniques, les méthodes modernes de planification familiale, particulièrement les méthodes de longue durée et définitive. Grâce à notre programme de clinique mobile et en collaboration avec nos différents partenaires régionaux et départementaux, nous avons la possibilité d'offrir toute la gamme de services de la Profamil au niveau des communautés éloignées et même à accès difficile. Nous les promoteurs,
nous assurons la vulgarisation des services de la ProFamille à travers les visites domiciliaires, d'information, réunions communautaires, ainsi que des séances de sensibilisation et de mobilisation à travers les cliniques et la communauté. D'accord, merci. Donc, en termes d'introduction et de brève historique de la ProFamille, la ProFamille, comme vous l'avez dit, est une organisation à but non lucratif créée en 1984 et qui a été reconnue d'utilité publique. La ProFamille évolue dans le domaine de la santé de la reproduction, de la santé sexuelle et reproductive et a commencé timidement dans les années 84 en facilitant l'offre de services, surtout en planification familiale. D'où notre code de visite. Aujourd'hui, la ProFamille est reconnue dans le système comme une organisation qui maîtrise, pour ne pas dire experte, dans le domaine de la planification familiale. Au fil des années, effectivement, nous avons roulé notre bosse dans le domaine de la santé de la reproduction, offrant différents types de services, différents axes stratégiques. Nous pouvons citer le renforcement de capacité du secteur privé avec la CHOG, la Société haïtienne d'obstétrique et gynécologique, d'où nous avons renforcé leur capacité, introduisant une nouvelle technique de sonographie à l'époque qui était bien sûr une technologie innovatrice. Nous avons réalisé au cours des années 80 une vaste campagne de CCV qui est la chirurgie, la contraception chirurgicale volontaire, qui était surtout basée sur une caravane de cliniques mobiles offrant les services de vasectomie et de ligature des trompes en périphérie. Vous savez, à l'époque, dans les années 80-90, il y avait quand même une limitation de l'accessibilité des services et encore moins en ce qui ont rapport avec la santé de la reproduction, voire la planification familiale. Donc, il faut dire que la ProFamille a réalisé son petit bonhomme de chemin dans le système et aujourd'hui, en 2021, se trouve dans une place de choix dans le secteur en ce qui a trait à la santé de la reproduction. Avec une évolution en dents de scie, en lien avec le financement de différents types de bailleurs, de l'USAID, l'Union européenne, du NFPA, l'OMS et autres, la ProFamille a quand même su gérer son chemin, son trajet, pour qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour clé. En 2021, avec l'évolution du système, l'évolution de l'environnement, nous parlons aujourd'hui d'écosystème, c'est un terme qui est très à la mode. Lorsque nous vous retrouvons l'écosystème du secteur santé, particulièrement la santé de la reproduction, nous voyons qu'il y a une focalisation sur deux types de bénéficiaires aujourd'hui. Nous parlons de la femme et de la fille. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de focalisation sur le renforcement de capacité de la femme et de la fille, parce que le rôle de la femme et de la fille dans le développement d'une communauté, d'une société et même de façon globale devient prépondérant. Donc ProFamille aujourd'hui, à cause de son passé habituel au renforcement de capacité et l'offre de services, se trouve aujourd'hui confortable dans l'évolution du système. Nous devons parler d'offre de services. Avant de parler d'offre de services, j'aurais préféré parler des stratégies de la ProFamille. La ProFamille qui évolue spécifiquement dans le domaine de la santé de la reproduction, eh bien, pour pouvoir accéder, obtenir satisfaction en lien avec notre mission et vision, qui est bien sûr de faciliter la qualité de vie de la population haïtienne à travers un service lié à la santé de la reproduction, eh bien, nous avons plusieurs stratégies. La première stratégie est bien sûr la facilitation de l'accessibilité des services à travers l'offre de services. Donc, nous avons des cliniques qui nous sont propres. Au fil des années, nous avions un nombre assez intéressant de cliniques. Aujourd'hui, en 2021, nous possédons 3 cliniques qui sont nôtres fonctionnelles dans le département de l'Ouest. Une clinique à Delma, où nous sommes aujourd'hui, Delma 31. Une clinique au niveau de Martin Luther King, en face de la rue Bois-Patate. Et une clinique au niveau de la ville de Croix-des-Bouquets, à la rue Grande-Plaine, en face du cimetière. Nous avons une 4e clinique dans la ville de Jacmel, au niveau du département du Sud-Est, momentanément fermée, mais que nous comptons ouvrir bientôt. Alors justement, c'est au Sud-Est, vous venez de dire, et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle... Bon, bien sûr, étant une organisation à but non lucratif, donc nous dépendons à un fort pourcentage du financement extérieur du bailleur. Et il faut dire que dernièrement, avec l'ascension du gouvernement de Donald Trump,
aux États-Unis, eh bien, il y a eu une secousse terrible dans le secteur du financement. Vous savez que les Américains sont les donateurs les plus généreux. Et lorsque vous voyez, bien sûr, une tendance républicaine qui n'est pas qui est surtout pro-life et non pro-choice, ça veut dire que nous avons eu quand même une réduction drastique du financement mondial pour les activités en lien avec la santé de la reproduction. Donc, c'est un problème économique. Effectivement. Ok, d'accord. Mais bien sûr, il faut le dire que parallèlement, au niveau de l'organisation, nous réfléchissons de façon stratégique à traverser cette dépendance financière de l'extérieur pour pouvoir être autosuffisant par rapport à plusieurs stratégies que nous essayons de mettre sur pied. Donc, en termes de, pour revenir à notre offre de service, les différents services. Donc, nous avons, comme j'ai dit tantôt, 3 cliniques au niveau du département de l'Ouest et une clinique à Jacmel au niveau du département du Sud-Est, à travers lesquelles nous offrons un package intéressant. Le package qui intéresse les femmes en majorité et également les hommes. Au niveau des cliniques, nous voyons une structure gérée par un directeur médical, gynécologue ou BGN, assisté d'une infirmière, la plupart du temps sage-femme, et toute une panoplie de prestataires de services, infirmières, laborantines, échographistes et autres qui assurent l'offre de services. Nous voyons des services de gynécologie pour tout type de femmes. Nous voyons les services de prénatal, consultation prénatale. Nous voyons le dépistage et le traitement du VIH-Sida. Okay? Nous voyons le dépistage précoce des cellules précancéreuses du col. Vous parlez du pap test? Et non, nous parlons de l'IVA, qui est une nouvelle stratégie utilisée encore dans le système, fraîchement utilisée, dont la Pro-Famille est également en avant-garde de cette technologie. Et nous réalisons de façon intensive ce test de dépistage, et bien sûr accompagné du Papa Nicolaou, le pap test. Bien sûr, il y a quand même certaines différences, dépendamment des critères de sélection et des caractéristiques de la bénéficiaire. Elle peut soit bénéficier du pap test ou de l'IVA. Mais là, ce sont des détails un petit peu opérationnels liés avec le contexte. Voilà. Alors, lorsqu'une femme arrive à la Pro-Famille, elle doit avoir de l'argent pour quel service? Et elle n'aura pas besoin d'argent pour quel autre service? Parce qu'on sait qu'il y a certains services qui sont gratuits. C'est important de dire que la Pro-Famille est un partenaire actif du ministère de la Santé publique, surtout au niveau de la direction de la famille, pour garantir la politique nationale de santé, particulièrement la politique et les normes de la planification familiale. Nous sommes une institution qui, en regard des normes et des lois, applique et respecte scrupuleusement les directives du ministère. Donc, de ce fait, nous, à la Pro-Famille, nous offrons gratuitement toutes les méthodes de planification familiale. Bien sûr, il y a obligatoirement un frais juridique de dossier pour l'APF qui ne dépasse pas, je pense que c'est une maudite somme de 25 ou 30 gouttes, quelque chose comme ça. Okay? Mais bien sûr, qui a tendance à la hausse, puisque, comme je dis, nous sommes obligés de revoir certaines stratégies. Vu la crise économique. Exactement. Mais quand même, pour avoir accès à une méthode de planification familiale gratuitement, elle est un petit peu obsolète, puisqu'il y a quand même des coûts associés, le coût des intrants, le coût des fongibles, qui ne sont pas garantis par le ministère de la Santé publique, qui parallèlement nous donne toutes les méthodes. Ça veut dire que les intrants, la méthode en elle-même, les comprimés, les pilules, les injections et autres sont donnés par le ministère. Mais tout ce qui vient avec, gants, l'alcool, le coton, etc. C'est à la patiente de payer voilà, ça? Exactement. Ok, dès qu'une femme a besoin de suivre une méthode de planification familiale, elle peut venir à la Pro-Famille, mais pas les mains vides. Parce que c'est vrai que les méthodes sont gratuites, oui, mais les accessoires ou bien les matériels médicaux ne sont pas gratuits, c'est ça? Il ne faut pas les voir comme ça. On dit que il y a un frais pour la méthode de planification familiale qui est d'environ, si je le dis grosso modo, 50 gouttes. Okay. Mais les 50 gouttes couvrent ces aspects. Ah, ok. La patiente n'aura pas à payer
en dehors des 50 gouttes pour le matériel. Non, c'est juste un frais de dossier. Le frais de dossier parce que la personne reçoit son carnet de planification familiale, elle est enregistrée, etc. Donc c'est juste pour couvrir certains coûts fixes qui ne sont pas couverts par le ministère de la Santé publique. Et bien sûr, qui est complètement dépassé, sous-évalué. C'est juste aussi un principe de participation. Il faut que la femme sache qu'elle a contribué également. Parce que tout ce qui est obligatoirement, totalement gratuit, n'est pas bien perçu au niveau de la communauté. Donc là, il faut aussi donner à la bénéficiaire un sentiment de contribution pour qu'elle sache qu'elle a contribué à l'atteinte de cet objectif. Quelle recherche qu'elle a trouvé au niveau de la famille. Donc, en dehors de ça, vu le profil de nos bénéficiaires majoritaires, les prix de la famille sont très abordables par rapport au secteur et à la place de ce qui se trouve sur le marché. Oui, c'est clair. Une comparaison, aujourd'hui, la famille, pour pouvoir avoir accès à une consultation gynécologique standard, il vous faut 300 gouttes comme frais de consultation. Tout est inclus. Tout est inclus. Au niveau de la famille, pour une sonographie, je pense que c'est la modique de 1000 gouttes. Mais pour une sonographie en bonne et due forme. Ok, mais vous parlez de cette sonographie souvent et lorsqu'il y a un service à bon marché en Haïti, nous savons que notre système sanitaire est très très vulnérable et il y a une longue ligne en général dans les cliniques. Est-ce que ça arrive souvent à la famille parce que les gens ils n'ont pas les moyens lorsqu'il y a un espace qui est plus ou moins abordable? Il faut comprendre que l'un des points forts de la famille, c'est la qualité des services. Aujourd'hui, nous pouvons avec confort dire que nous travaillons pour garantir un niveau standard de qualité de service. Puisque nous respectons, comme je l'ai dit tantôt, les protocoles du ministère que nous les appliquons scrupuleusement et nous avons aussi le souci de bien-être pour notre clientèle parce que particulièrement, nous savons que tout ce qui a rapport avec le domaine de la santé de la reproduction et particulièrement la planification familiale, il y a tellement d'obstacles. Donc, nous voulons réduire les obstacles pour la consommation. Donc, il n'y a pas une longue file d'attente en général devant même si, à cause de la qualité des services, à cause du taux de référence, parce que notre source première de nouvelles clientes sont les clientes satisfaites. Donc, ça veut dire que c'est aussi un indicateur par rapport à la qualité des services. Si vous recevez un service à un niveau d'une structure et vous le référez à vos proches, ça veut dire que vous étiez satisfait à un moment de la durée et la qualité est présente. Donc, effectivement, nous avons certains jours une ligne d'attente assez intéressante, pour ne pas dire imposante, mais nous pensons que de préférence, c'est surtout un indicateur de qualité par rapport au service que nous offrons. Ok, justement, à part, vous avez 3 centres dans l'ouest et un centre dans le sud-est, mais vous avez l'habitude de faire des cliniques mobiles. En effet. Pour le moment, comment fait la famille vu l'insécurité qui règne en ce moment? Ok, et il faut dire que la famille a bénéficié dernièrement a gagné dernièrement un bid autour de l'accessibilité de l'offre de services dans des départements autres que les départements de l'Ouest. Mais stratégiquement, face à le développement de la situation difficile au niveau sécuritaire, mais stratégiquement, nous avons recruté du personnel sur place. Ok? Donc, ça veut dire que nous avons identifié du personnel à travers certains partenaires clés dans le ministère de la Santé publique, à travers la direction départementale de ces régions. Et nous avons identifié des ressources compétentes pour lesquelles nous avons renforcé les capacités et aligné aux standards de la famille. Donc, ils ont reçu une formation sur les techniques de communication, les points clés, etc. Donc, nous avons, à un moment de la durée, nous sommes garantis de la qualité du service. Bien sûr, pas à 100%, mais quand même, nous nous sommes assurés que le personnel recruté en périphérie connaissent et ont une idée et ont la documentation et les protocoles de la famille pour l'offre de services. Maintenant, les cliniques mobiles se réalisent en périphérie
où vraiment l'accessibilité est encore plus réduite vu l'impact du Covid-19 et bien sûr les tronçons clés, les axes clés de routiers qui ne permettent pas aux équipes de Port-au-Prince de se rendre, surtout dans la presqu'île du Sud, au niveau des départements du Sud, de la Grande Anse et du Sud-Est. Donc, grâce à cette stratégie, eh bien, nous pouvons quand même garantir un niveau appréciable de services et l'accessibilité de ces services à travers les cliniques mobiles. Okay. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le département de la Grande Anse, dans le département du Sud, au niveau de toutes les communes et aussi au niveau de toutes les communes du département du Sud-Est. OK, vu cette stratégie assez intéressante, parce que rentrer dans un quartier ou bien utiliser des habitants de ce quartier, c'est deux choses nettement différentes. Ça vous aide à vous protéger aussi. Mais face à cette situation, même lorsque vous ne faites pas de clinique mobile avec le personnel qui vient de l'extérieur, vous utilisez les habitants des quartiers, est-ce que ça vous protège? Est-ce que la Profamil n'a pas encore été victime de l'insécurité? Bon, il faut dire que de façon globale et générale, bien sûr, comme toutes les autres structures et instances du pays, nous sommes assurément, nous avons eu un impact négatif. Bon, je peux quand même prendre un exemple, notre clinique qui se trouve au niveau de Turgeau, en face de la rue Bois-Patate. Eh bien, pendant l'année 2020, vous savez que la rue, l'avenue John Brown, était le théâtre de beaucoup de troubles sociopolitiques. Et là, avec des manifestations, des tirs et autres, l'impact direct sur cette clinique particulièrement a été assez ressenti. Nous avons dû quand même nous ajuster, nous adapter, modifier l'accessibilité, renforcer la sécurité. Et bien sûr, nous avons dû faire une catastrophe à plusieurs reprises au niveau de cette clinique. Et parallèlement, l'autre clinique de Delma 31 aussi, puisque à un moment de la durée, il y a eu quand même du grabuge sur l'autoroute de Delma, avec extension à Delma 31, plein de barricades à plusieurs, peut-être 5-6 fois dans l'année 2020. Donc oui, nous avons définitivement subi l'impact négatif de l'insécurité au niveau de la clinique. Et nous pouvons aussi prendre en exemple notre clinique de Delma de Croix-des-Bouquets. Nous avons reçu des menaces au niveau de cette clinique. Certaines ressources, certains personnels de la clinique ont reçu des menaces. Puisque bien sûr, donc là, définitivement, je ne pense pas qu'il y ait une structure de près ou de loin qui n'a pas été victime de cette situation très difficile que nous vivons actuellement. Et nous l'avons ressenti également. Et je pense que c'est à travers toutes les structures, nous avons une baisse de la fréquentation. Je l'ai dit tout à l'heure, nous essayons d'identifier des stratégies pour sortir de cette dépendance financière en augmentant par exemple les recettes internes. Mais lorsque vous avez une diminution de la fréquentation, les gens ne viennent pas parce qu'elles ont peur et c'est qui est tout à fait normal. Donc maintenant, comment vraiment garantir Normalement, il y a des femmes, lorsqu'elles allaitent, elles ont tendance à avoir peur de suivre une méthode de planification familiale. Parce que souvent, elles disent que ça pourrait avoir un impact sur leur bébé et tout. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur une telle situation? Bon, par rapport aux méthodes de planification familiale, particulièrement pour les femmes allaitantes, il faut dire qu'il y a une méthode naturelle que nous appelons l'allaitement maternel exclusif, qui est MAMA. C'est-à-dire que nous avons remarqué qu'il y a des femmes, lorsqu'elles allaitent, eh bien, elles ont ce qu'on appelle une aménorrhée, donc elles ne sont pas encore, le cycle menstruel ne rentre pas encore en jeu. Ça, c'est la méthode MAMA. Mais cette méthode n'est pas applicable à tout le monde. Donc, on peut retrouver des femmes qui ne peuvent pas appliquer cette méthode. Et là, nous offrons une méthode chimique, bien sûr, qui est disponible à base de progestatif. Donc, nous pouvons offrir à ces femmes soit des comprimés spécifiques ou l'injection à base de DMPA. Ok. Moi-même, personnellement, après mon accouchement, je n'ai pas attendu 1 mois et demi pour avoir mes règles. Donc, je ne pouvais pas suivre cette méthode, évidemment. Mais j'ai pris... Ah bon, j'ai eu mes règles. Oui, bien sûr. J'ai eu mes règles. Mais j'ai suivi une méthode, c'était l'injection. J'ai pris une injection. Mais j'ai senti que, personnellement, ça avait un impact sur mon enfant parce que je n'avais pas assez de lait.
est-ce que c'était naturellement? Je ne sais pas. Mais quand même, j'avais fait cette injection et puis au fil du temps, j'ai senti qu'il y avait une diminution. Une diminution du lait. Est-ce que ça peut avoir un impact? Il n'y a pas de corrélation directe entre la production lactée et la prise du DMPA. Il faut dire que à cause du manque d'information ou bien la transmission de tabous sur les méthodes de contraception, il faut, pour garantir le succès d'une méthode contraceptive, garantir une bonne introduction à la méthode. Ça veut dire que le counseling initial est l'élément clé pour pouvoir garantir le succès. Parce que, entendons-nous, une femme, un homme ou un couple qui recherche une méthode de planification familiale a un objectif clair en tête. Okay? Cet objectif est qu'il ne veut pas avoir d'enfants pour une certaine période, soit pour les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines années. Donc nous, en tant que prestataires de services, dans le domaine de la santé de la reproduction, particulièrement la planification familiale, notre but et notre devoir, c'est de garantir que ce client atteigne cet objectif. Et nous sommes là pour l'accompagner le plus que possible. Donc, effectivement, il y a ce que nous appelons les effets secondaires liés aux méthodes de contraception. On ne peut pas le nier. Ce serait vraiment aller à l'encontre d'une bonne campagne. Mais maintenant, il faut savoir aussi que les effets secondaires varient d'une méthode et d'une personne à l'autre. C'est très important. Il ne faut pas comprendre et croire que X personne prend Y méthode et aura Z effet secondaire et ça va être le même pour vous. Okay? C'est très important à comprendre parce que chaque organisme réagit à sa façon et est unique dans un sens. Ce que j'aime dire comme exemple, vous savez qu'une personne qui prend du paracétamol peut mourir de choc anaphylactique dans les 10 secondes à venir. Ce sont des choses qui arrivent, mais on ne va pas incriminer le paracétamol et dire que c'est un médicament qui tue. Voilà, c'est un poison. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ça. Et encore une fois, le counseling initial, la disponibilité de pouvoir garantir la compréhension de la méthode de l'infirmière à la bénéficiaire ou au patient est primordial, est clé. Et c'est ce temps que nous prenons, nous, à la Profamil, avec nos bénéficiaires pour qu'elles puissent savoir exactement à quoi s'attendre et savoir aussi que nous sommes disponibles pour qu'elles reviennent pour pouvoir adresser, quelle que soit la situation ou le problème qui survient à la prise de cette méthode. OK, pour le moment, que fait la Profamil? Alors, nous savons que les grossesses précoces, il n'y a pas qu'en Haïti, mais Haïti, en tant que pays pauvre, nous pouvons dire qu'elle est très touchée par ce problème, et les grossesses précoces, j'en parle. Comment est-ce que la Profamil aborde ce problème? Parce que, est-ce qu'il y a un âge pour commencer à suivre une méthode de planification familiale? Si oui, comment est-ce que vous abordez ce problème avec les adolescentes? Au tout début, nous avons commencé par identifier les stratégies de la Profamil. Nous avons commencé par la stratégie de l'offre de services. Nous avons parlé des cliniques, nous avons parlé des cliniques mobiles, okay? Mais nous avons plusieurs autres stratégies. L'une de ces stratégies, et nous croyons dur comme fer à la Profamil, qu'il faut investir au niveau de la jeunesse. C'est pour ça que nous avons intégré dans notre plan d'action et dans notre stratégie un volet jeune. Le volet jeune qui consiste à renforcer la capacité de jeunes identifiés à travers un réseau en lien avec nos cliniques. Je m'explique. Au niveau de nos cliniques, de nos 4 cliniques actuellement, et nous avions également une clinique à Port-de-Paix, donc c'est le modèle de la Profamil, nous avons une grande salle, une salle de jeunes à l'intérieur des cliniques même. Un espace où les jeunes se réunissent régulièrement avec une certaine périodicité pour pouvoir être sensibilisés et informés sur des thèmes liés à la santé de la reproduction. Sexualité responsable, la transformation du corps lors de la puberté, la violence basée sur le genre, comportement sexuel responsable, etc. Plein de thèmes qui préparent les jeunes à pouvoir traverser cette période. Parallèlement, vous leur donnez des préservatifs. En fait, l'accessibilité à certaines méthodes, oui, elle
elle facilite l'accès de certaines méthodes aux jeunes. Mais il faut dire aussi que nous devons rester dans les prescrits de la loi. Aujourd'hui, il est clair que nous ne pouvons offrir une méthode de planification familiale à une jeune qui ne soit pas accompagnée de parents s'il n'a pas encore 18 ans. Okay? Donc là, nous devons quand même rester c'est pour ça que nous insistons sur le renforcement de capacité. Parce que la bonne information au bon moment et la bonne personne contribue au changement de comportement et à l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, les jeunes de la Pro-Famille savent exactement qui, quand, quoi et comment. Et à partir de ça, cette attitude, cette modification de comportement à cause de l'information va leur garantir de pouvoir atteindre leurs objectifs. Et il faut dire que cette stratégie devrait avoir un impact ou bien rayonne sur non seulement l'individu, la famille, la communauté et le pays. Donc un parent qui... Bon, nous savons qu'en Haïti, les parents haïtiens, ils ne sont pas ouverts à l'éducation sexuelle de leurs enfants. Mais il y a certains qui essayent quand même de voir les choses d'une autre manière. Si une mère ou bien deux parents décident d'amener leurs enfants à la Pro-Famille, moins de 18 ans, Jean-Paul, est-ce que la Pro-Famille serait d'accord pour une planification familiale? Parce que c'est avec un parent qu'un enfant... Légalement, c'est tout à fait. En fin de compte, nous ne pouvons offrir ce service qu'en présence d'un parent. Voilà. Okay? Au moins de 18 ans. Pour moins de 18 ans, bien sûr. Okay. Donc ça veut dire que il faut dire que nous encourageons parallèlement aussi l'éducation des parents autour de l'importance de l'éducation sexuelle. Et il faut dire que la Pro-Famille aussi fait partie de comités techniques accompagnant la direction de la santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir contribuer de la réflexion de l'importance de l'éducation sexuelle dans le curriculum du ministère aujourd'hui. Parce que, il faut le dire, le profil de la pyramide des âges aujourd'hui en Haïti montre que plus de 50% de la population haïtienne a moins de 25 ans. Voilà. Aujourd'hui. Donc, nous avons un pool, une base assez large au niveau de la pyramide des âges. Et une information additionnelle très, très, très stratégique et importante, la moitié de la population haïtienne est féminine. Donc, nous avons une population plus féminine que toute autre et plus jeune que toute autre. Donc, ces deux caractéristiques importantes devraient quand même pister certaines stratégies à tous les niveaux, local, régional, national et même international. OK, pour les plus de 18 ans, est-ce que les préservatifs sont très accessibles pour eux? Pour les jeunes, n'importe quel jeune peut passer à la Pro-Famille, récupérer un préservatif? Sans souci. C'est très facile à trouver, pas besoin de discours. Non, du tout. OK. Du tout. Voilà. Nous faisons la distribution d'ailleurs. Il faut dire que nous utilisons les jeunes faisant partie de notre programme qui fréquentent la salle des jeunes pour pouvoir, j'aime dire, cimailler la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'avec la stratégie des pères éducateurs, ce que nous faisons, nous avons dans la structure du programme jeune, nous avons un responsable de volet qui renforce la capacité des officiers qui se trouvent dans les cliniques et à l'intérieur des salles des jeunes, il y a des pères éducateurs. Les pères éducateurs, ce sont des jeunes qui évoluent autour de la clinique, dans les quartiers, dans les écoles, qui viennent et qui reçoivent cette sensibilisation, cette formation, reçoivent les informations clés et vont dans leur quartier, retournent dans leurs écoles et partagent ces informations et demandent à leurs amis de venir à la Pro-Famille pour bénéficier. Donc aujourd'hui, au niveau de nos 3 cliniques actives et de nos 3 clubs, nous avons une bagatelle de 120 jeunes qui gravitent régulièrement et qui bénéficient de toutes les activités de la Pro-Famille, soit de sensibilisation ou de participation comme acteurs, comme agents de changement pour leur communauté. OK, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une barrière devant la Pro-Famille et justement, c'est la religion.
il y a beaucoup d'églises qui refusent d'entendre parler de la planification familiale. Comment est-ce que vous faites pour rentrer dans certains quartiers? Parce que souvent, on arrive dans une zone défavorisée, là où il y a beaucoup plus de monde, c'est dans une église. Comment fait la Pro-Famille? Mais la stratégie de la Pro-Famille est l'accès à la formation, à l'information. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est de garantir que la personne a le choix de prendre une décision. Et une décision qui devient une décision, bien sûr, pour son bien-être. Nous n'influençons pas, mais nous garantissons l'information afin que cette personne puisse prendre une décision. Il faut comprendre. Donc aujourd'hui, vous montez sur le site de la Pro-Famille, on ne dit pas vous devez prendre une méthode, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Ce serait de préférence, savez-vous qu'il existe 1, 2, 3, 4, 5. Savez-vous que dans les autres pays, les gens font 1, 2, 3, 4, 5. Savez-vous que vous avez le droit de demander 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous ne rentrez pas dans les églises? Non. Écoutez. Pas de projet de formation? Non, nous n'avons pas une culture d'adresser un groupe particulier. Nous sommes ouverts à tous ceux et celles qui veulent bénéficier de l'expertise de la Pro-Famille dans ce sens. Et il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas seulement dans le volet de la planification familiale. Nous sommes aussi dans il faut comprendre, la planification familiale, les méthodes de contraception, c'est un volet. Il y a aussi les troubles de la fertilité, qui est la contrepartie des méthodes de contraception. Il y a l'importance pour nous aujourd'hui du dépistage du cancer du col, qui est un tueur silencieux de la jeune féminine. Nous sommes aussi pour véhiculer l'accès aux soins post-abortifs aujourd'hui. Puisque si nous analysons encore les données disponibles, les complications de l'avortement réalisé dans des conditions non sécures contribuent au tiers de la mortalité maternelle du pays, qui est le plus élevé dans la région de l'Amérique et de la Caraïbe. Donc maintenant, stratégiquement adresser des points clés autour de la santé de la reproduction, l'accessibilité de l'information, l'accessibilité des services contribue et va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Réduire le nombre de femmes qui meurent parce qu'elles sont soit tombées enceintes, soit parce qu'elles ont porté un bébé. Voilà. Donc tout ceci, c'est dans cette logique de réduction de mortalité maternelle, de renforcement de capacité aussi de la communauté, de nos femmes et de nos filles, puisque aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'elles sont les plus à risque dans notre société. OK. Moi-même, j'ai voulu insister sur la planification familiale parce que non seulement depuis le début de l'épidémie, de la pandémie, alors, il y a une tendance, moi-même personnellement, il n'y a pas de statistiques. Je ne crois pas qu'il y ait eu de statistiques en Haïti sur le nombre de grossesses qu'il y a eu depuis cette pandémie. Mais on a tendance à voir que, apparemment, ça a augmenté. Apparemment, les gens sont restés chez eux pendant longtemps, donc ils ont tendance à avoir des rapports sexuels et tout. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect pendant cette maladie? Et puis, comment la Pro-Famille a su combattre tout ça? Parce que moi-même, personnellement, je me suis dit une fois, qui est-ce qui va dire un mot? Mon Dieu, trop de femmes enceintes. Près de chez moi, c'est presque une dizaine de femmes sont tombées enceintes. Oui, je les ai comptées. Je me suis dit, mon Dieu, elles sont toutes enceintes. Est-ce que la Pro-Famille n'a rien dit? Voilà. Et puis, oui, je suis allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai vu que effectivement la Pro-Famille a réagi. Et c'est quoi l'impact? Comment est-ce que vous avez su faire face à tout ça? OK. Et il faut dire que lors de la déclaration de la pandémie, rapidement la Pro-Famille s'est positionnée parce que nous avons déjà eu cet effet pervers, okay, d'augmentation surtout de violences basées sur le genre et de grossesse non désirée dans des cas de catastrophes naturelles entre guillemets. Donc nous avons déjà cette expérience et d'entrée de jeu nous avons pris le soin de tirer de façon anticipée la sonnette d'alarme et de rappeler à tout un chacun, vu le profil des mesures en lien avec la pandémie, de s'organiser, de pouvoir quand même, dans les meilleurs délais, adopter une méthode de contraception. Maintenant, en termes de résultats, il faut dire que la Pro-Famille a été l'une des structures qui n'a jamais fermé ses portes
pendant toute la période de crise. Donc nous sommes restés ouverts bien sûr avec un horaire modifié, mais nous étions ouverts pendant toute la période, les jours, nous n'avons pas fermé, nous avons gardé un horaire modifié en termes d'heures, mais nous étions ouverts chaque jour. Et en termes de statistiques, nous avons réalisé à un moment de la durée que nous avions eu une modification dans l'offre de services. Je m'explique. En général, au niveau de la Profamil, nous avons une plus grande consommation de l'injection, du PQ 3 mois, communément appelé. Okay? Mais au cours de la pandémie, à cause d'une rumeur à un moment de la durée où il était question d'un vaccin de l'OMS, etc. pour la COVID, eh bien, nous avons remarqué une chute du Depo-Provera et une augmentation des méthodes de longue durée. Ça veut dire que la méthode 5 ans, la Jadel, et le stérilet. Pendant au moins 6 mois, nous avons une augmentation inhabituelle de la consommation de ces méthodes au dépend du 3 mois de l'injection. Donc pour nous, c'est ce qui a retenu notre attention. Et bien sûr, lorsque vraiment, je ne veux pas dire le mot, mais toute la frénésie, la crainte autour de la létalité du Covid s'est progressivement estompée, et bien nous avons retrouvé une courbe plus ou moins linéaire habituelle de l'utilisation du dépôt. Donc c'est ça. Mais nous avons interprété cette modification pendant ce semestre dû à la crainte de la clientèle de se faire piquer et de prendre l'alternative qui était la méthode de longue durée entre stérilet et Jadel. Je pense que c'est l'occasion pour moi d'en profiter pour étaler les méthodes de contraception, parce que je pense que ce serait de bon ton de rappeler à votre auditoire que les méthodes de contraception disponibles par la Profamil nous avons une gamme assez élargie. Nous avons bien sûr notre champion, le préservatif, qui est à la fois qui protège des grossesses non désirées et également contre les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons les comprimés, c'est-à-dire que celui que vous prenez de façon quotidienne, journalière. Nous avons les méthodes de l'injection, le DMPA, le Depo-Provera, qui vous couvre 3 mois. Nous avons les implants, 2 bâtonnets que nous mettons à la face interne du bras. C'est la Jadel qui vous protège pendant 5 ans. Donc, c'est une méthode de longue durée. Nous avons le stérilet, le dispositif intra-utérin, qui protège jusqu'à 12 ans, okay, non hormonal. Nous n'utilisons pas les stérilets hormonaux au niveau de la Profamil. Et bien sûr, nous avons les méthodes définitives et irréversibles, les CCV, les méthodes chirurgicales, la ligature des trompes pour la femme et bien sûr la vasectomie pour les hommes. À quel âge une femme peut commencer à suivre une méthode de planification familiale? Dès qu'elle est sexuellement active. Ah bon? Oui. Une fille de 14 ans? Dès qu'elle est sexuellement active, elle est éligible à recevoir une méthode de planification familiale. Ok, pour le cancer du col de l'utérus, on doit avoir combien? Le cancer du col de l'utérus, le dépistage précoce, les raisons précancéreuses, comme vous dites, nous avons 2 méthodes. Et dépendamment, il y a des critères pour pouvoir bénéficier de l'une ou l'autre des méthodes. La première, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique, qui est un examen à résultat immédiat. Donc, sur place, vous avez une idée des résultats et vous pouvez passer à la prochaine étape. Tandis que nous avons aussi, bien sûr, le test traditionnel et dépendamment des conditions, qui est un petit peu plus spécifique aussi, c'est le test Papa-Nicolau, qui est le PAP test, dont les résultats reviennent dans 2 semaines. Ok, ça coûte combien? Pour l'IVA, au niveau de la Profamil, l'IVA est à 300 goudes. Ok. Et le PAP test est à 1000 goudes. Ok, c'est à quel âge qu'une femme pourra commencer? Voilà, c'est dépendamment, il y a les critères d'âge et degré du col, etc. qui varient entre l'IVA ou le PAP test, ça dépend. Ok, mais une adolescente ne pourra pas faire... Oui, une adolescente, dès que la personne est sexuellement... Donc, il y a des critères, je pense que l'adolescente, non. Je pense qu'il y a un critère d'âge aussi qui entre en jeu. Ok. Pour le PAP test. Alors, pour le dépistage du cancer du col, alors, soit IVA, soit PAP test. Ok, voilà. Est-ce que ça ne vous arrive pas d'envisager de convaincre certains leaders religieux afin de pouvoir
intervenir dans certaines églises en Haïti? Parce que nous avons une population chrétienne. La réalité du terrain, la réalité que vivent certaines communautés, spontanément les dirige vers la pro-famille. Aujourd'hui, je dois dire que à plusieurs reprises, nous avons reçu des leaders religieux qui, normalement, mais il faut dire qu'il y a une évolution positive dans la perception de l'importance du concept de contraception. Okay? Ça a évolué. Il y a un petit peu plus de souplesse à certains niveaux de ce concept au niveau de certains leaders religieux. Par rapport aux 10 dernières années. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a volte-face, non. Mais quand même, il y a une certaine flexibilité. Il y a quelques bords qui se sont arrondis parce que, quand même, comme je l'ai dit, nous avons été abordés dans un sens de support, de renforcement de certaines communautés, d'où certains religieux. Bien sûr, nous ne disons pas que nous avons réalisé des cliniques mobiles dans des églises, mais quand même, la problématique des grossesses précoces dans une communauté, comme vous dites, des jeunes filles entre 14 et 18 ans, dans la communauté qui tombaient enceintes, ça a quand même attiré l'attention et nous avons été quand même été pistés pour pouvoir venir intervenir dans un sens ou dans un autre. Donc pour nous, on pense que c'est quand même la manifestation d'une prise de conscience de certains secteurs sur l'importance au moins d'initier les conversations autour de l'éducation sexuelle et même de ce qui a rapport avec la contraception de façon plus large. Ok, tout à l'heure, vous nous avez parlé des différentes méthodes de contraception, mais il y a la pilule de lendemain. Oui, c'est pas une méthode de... Non, la pilule de lendemain n'est pas une méthode de contraception. Il ne faut pas la considérer comme telle parce que le dosage des hormones présents dans ces pilules doivent être utilisés sous contrôle et avec beaucoup de précautions, beaucoup de précision et sur mesure. Donc, effectivement, il existe au niveau de la pro-famille la disponibilité de la pilule du lendemain. Ah oui, bien sûr, on appelle ça la contraception d'urgence. Mais il y a aussi, nous devons faire très attention, je me répète, parce qu'il y a assurément une tendance à remplacer la contraception régulière par la contraception d'urgence qui définitivement aura un impact beaucoup plus important sur l'organisme de cette personne qui s'amuse chaque 2 semaines à prendre une pilule, une contraception d'urgence. Voilà. Ce qui n'est pas recommandé. Ok, justement. Et ces derniers temps, je crois que ce sera l'avant-dernière question. Ces derniers temps, vu l'insécurité, les gens stressent beaucoup. Moi, personnellement, je suis toujours stressée. Il y a l'hypertension, il y a l'hypo aussi, qui fait rage en ce moment. Est-ce que n'importe quelle méthode, est-ce que ça n'aura pas un impact sur les personnes qui sont soit hypertendues ou bien hypotendues ou bien diabétiques et tout? Il n'y a pas un impact? Ok, il faut dire que, encore une fois, l'importance d'un bon programme de planification familiale est la disponibilité de l'information et l'accès aux services. Je ne vais pas me présenter en tant qu'expert en méthode de contraception, donc je ne maîtrise pas totalement, entièrement les sous et dessous des effets secondaires et autres. Mais ce que je sais, c'est que au niveau de la pro-famille, nos expertes, nos infirmières qui maîtrisent et qui évoluent dans ce domaine depuis déjà une bonne entre 10 et 15 et 20 ans, dépendamment de la clinique. Donc nous avons vraiment des experts qui accompagnent et qui savent comment accompagner tout bénéficiaire qui traverse un moment difficile ou qui présente des signes anormaux pendant leur séjour dans le monde de la contraception. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est sûr qu'il y a des indications de modification de méthode par rapport à X, Y ou Z situation. Encore une fois, je ne vais pas m'aventurer et parler d'hypertension ou de diabète et autres, ou de stress, mais je sais qu'au niveau opérationnel, au niveau des cliniques, ces dames et ces messieurs et dames
peuvent accompagner quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation qui se développe, si toutefois elles sont régulières et sont suivies. Oui, je vous ai posé cette question, c'est parce que une fois j'ai conseillé à une dame de suivre une méthode de planification familiale. Elle m'a dit non, je suis hypertendue, c'est pas bon pour moi, ça va me rendre malade et tout. Je me suis dit ok, je vais essayer de m'informer là-dessus. Ça n'a rien à voir. Même si une personne est hypertendue, elle est diabétique, il existe des méthodes qu'elles peuvent utiliser. Voilà. On ne va pas dire que c'est X, Y ou Z, mais il existe des méthodes adaptées à tout type de situation. Donc l'essentiel, c'est de venir et de faire la consultation et de pouvoir identifier ensemble avec le prestataire de service quelle méthode que vous allez utiliser. Parce qu'il faut comprendre, à la fin, je le redis, l'objectif final, c'est de pouvoir contrôler son pouvoir de fécondation. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la santé de la personne, c'est d'être sur place afin de savoir quelle méthode on pourra suivre. Effectivement, quelles options qui s'offrent à vous par rapport à votre situation. Ok, justement. Voilà, merci beaucoup, docteur. Nous avons une toute dernière question. Nous allons vous demander de nous faire un petit rappel sur la Profamil. D'où vient ce sigle? C'est un sigle. Oui, la Profamil, c'est l'Association pour la promotion de la famille haïtienne. Okay, c'est une organisation encore à but non lucratif qui évolue en Haïti depuis 1984. Nous avons été, au cours des dernières années, un membre à part entière, fédéré, reconnu de, à l'époque, l'International Planned Parenthood Federation, IPPF, qui aujourd'hui s'est scindé en deux et nous faisons partie de la nouvelle branche qui est l'IPPF WHR, le Western Hemisphere Region, avec qui nous avons décidé de poursuivre notre aventure. Donc, initialement membre de l'IPPF et aujourd'hui nous avons fait route avec l'IPPF WHR qui a été une branche séparée de la Fédération mondiale. La Profamil, comme je l'ai dit tantôt, un membre de plusieurs comités techniques des ministères de la santé publique, ministère de la condition féminine, au niveau du collectif des droits en santé sexuelle et reproductive, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, près de la direction de la santé scolaire, au niveau également de la DSF pour le comité technique de révision des normes de la planification familiale, etc. Donc la Profamil, encore une institution haïtienne, à but non lucratif, qui vraiment se positionne dans le secteur de la santé et de la reproduction pour pouvoir garantir et faciliter la qualité de vie de ses concitoyens dans le domaine de la reproduction. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Un grand merci à chacun de vous de nous avoir accordé votre temps. Vous avez suivi The Non-Profit World. C'est une émission conçue dans le but de vous informer sur les organisations non gouvernementales en Haïti. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. On vous dit bye bye et à la prochaine.